Bonjour et merci de vous joindre au webinaire d'aujourd'hui intitulé La confiance envers les vaccins contre la COVID-19 avant, durant et après la grossesse. Je m'appelle Yannick Beauvalet, je suis gestionnaire de l'équipe de promotion de confiance en matière de vaccins à l'Agence de la santé publique du Canada et je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier CanVax pour son soutien dans l'organisation de cet événement et pour avoir rendu ce webinaire possible. Avant de commencer, nous tenons à souligner que le bureau de l'Association canadienne de santé publique est situé sur le territoire ancestral et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Ils sont les gardiens de ce territoire depuis des millénaires et nous leur sommes reconnaissants de l'exemple qu'ils nous donnent en matière d'intendance. L'ACSP s'engage à travailler avec tous les peuples inuits, métis et des Premières Nations, ainsi qu'avec leur gouvernement, afin de parvenir à une vérité et à une réconciliation véritable. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Passons maintenant à des questions d'ordre administratif. Si vous avez des questions concernant des difficultés techniques avec Zoom, veuillez contacter CanVax à commercial.cpha.ca et nous vous répondrons dès que possible. Si plusieurs personnes rencontrent le même problème, nous y répondrons en direct par un message diffusé dans le chat. Ceci étant dit, les organisateurs utiliseront l'onglet Chat pour communiquer avec les participants. Alors, gardez un œil sur cet onglet. La session de questions et réponses d'aujourd'hui sera axée sur le sujet du jour, renforcer la confiance dans le vaccin COVID-19 avant, pendant et après la grossesse. Les questions d'ordre plus scientifique ou technique ont été adressées dans la web émission La COVID-19 et les vaccins pendant la grossesse et l'allaitement. Résumé des données probantes qui est disponible sur le site canvax.ca. Cet enregistrement a été conçu pour accompagner ce webinaire et nous vous encourageons à le visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Veuillez soumettre ou voter pour des questions à l'intention des présentateurs dans la boîte de questions-réponses à n'importe quel moment durant ce webinaire. Elles seront répondues à la fin de la présentation. En raison du temps limité, il ne sera malheureusement pas possible de répondre à toutes les questions. Nous nous concentrons donc sur les questions directement liées à la confiance vaccinale. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur canvax.ca et sur la chaîne YouTube de l'ACSP dans quelques jours. Les diapositives de la présentation avec des liens vers les ressources citées y seront également partagées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais maintenant présenter et accueillir nos conférencières pour le webinaire d'aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dr. Ève Dubé est anthropologue de la santé. Elle est affiliée à l'Institut national de santé publique du Québec et au département d'anthropologie de l'Université Laval. Son programme de recherche porte sur les déterminants socioculturels de la vaccination. Elle est la chercheuse principale du Réseau des sciences sociales et humaines du Réseau canadien de recherche sur l'immunisation. Elle s'intéresse aux stratégies pour améliorer l'acceptation des vaccins et à l'utilisation des vaccins. Elle dirige divers projets dans ce domaine. Dr. Isabelle Bouquaran est professeure agrégée de clinique à l'Université de Montréal. Elle a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, en France. Après un fellowship en médecine materno-fétale à l'Université de Montréal et un fellowship en maladies infectieuses de la reproduction à la University of British Columbia, elle a intégré l'École de santé publique de l'Université de Montréal et le département d'obstétrique gynécologique du CHU Sainte-Justine, où elle est coordonnatrice du Centre d'infectiologie mère-enfant, référence provinciale pour les infections congénitales. Elle est membre du Comité des maladies infectieuses de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Prochaine diapo. Veuillez prendre note des divulgations des intervenants d'aujourd'hui. Au cours de ce webinaire, nous vous inviterons à participer à des sondages pour tester vos connaissances et renforcer votre apprentissage. Nous vous présenterons également 3 scénarios traitant de divers défis liés à la confiance envers les vaccins. Dr. Bouquaran vous expliquera comment aborder chacun de ces scénarios. Mais sans plus attendre, je cède la parole au Dr. Dubé. Merci beaucoup, Yannick. Prochaine diapo. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'hésitation à la vaccination en grossesse, durant la grossesse et en présenter les principaux facteurs et éléments déterminants dans la première partie de ma présentation. Donc, prochaine diapo. D'abord, je débute par définir ce qu'est l'hésitation à la vaccination. C'est un terme qu'on entend de plus en plus là, dans
dans les discussions et qui a été défini par le groupe de travail de l'OMS qui s'est penché sur la question comme faisant référence vraiment au retard dans l'acceptation de vaccins ou au refus de vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination. Donc, ce concept-là vient vraiment mettre l'accent sur la demande de vaccination plutôt que l'offre de services. Donc, parce qu'avant le début des années 2010, beaucoup des recherches portaient davantage sur les aspects plus liés à l'offre de services de vaccination. Donc, le concept est venu présenter, dans le fond, le volet de la demande de l'acceptabilité. La définition précise aussi que l'hésitation à la vaccination, c'est complexe, c'est spécifique au contexte, puis que ça peut évoluer à travers le temps, selon les différents lieux, puis pour différents vaccins. Prochaine diapo. Donc, ce que ce concept-là vient vraiment illustrer, c'est le fait que pardon, un instant. Là. Bon, parfait. C'est que les décisions de vaccination, on doit les comprendre sur un continuum. Donc, c'est vraiment un concept qui aussi remet en question l'approche traditionnelle de santé publique où soit on accepte tous les vaccins avec confiance ou soit on est contre tous les vaccins ou entre guillemets anti-vaccins. Donc, le continuum de l'acceptabilité des vaccins, ça reflète au fait que les décisions ou les attitudes par rapport à la vaccination sont inscrites sur tout un spectre, entre d'un côté une petite minorité de personnes qui vont refuser l'ensemble des vaccins avec conviction, vers de l'autre côté la grande majorité qui vont accepter tous les vaccins avec confiance. Donc, entre ces deux pôles-là, il y a un groupe hétérogène de personnes qui vont accepter les vaccins, mais avoir des doutes, des préoccupations, des craintes importantes, ou même refuser tous les vaccins tout en étant incertain que c'est la bonne décision. Puis, il y a certaines personnes hésitantes à la vaccination qui vont accepter des vaccins, en refuser d'autres ou encore retarder la vaccination. Prochaine diapo. Et donc, comme je le disais, l'hésitation à la vaccination, c'est complexe et multifactoriel, mais il y a quand même un modèle 5C qui résume un petit peu les principaux déterminants de l'hésitation à la vaccination. C'est un modèle qui, suite aux travaux de l'OMS, a élargi le modèle initial des 3C pour ajouter 2 autres C. Et donc, quels sont ces facteurs-là qui peuvent amener le phénomène de l'hésitation à la vaccination? Bien, d'abord, il y a la confiance. On parle de confiance envers la sécurité, l'efficacité des vaccins, mais aussi confiance envers tout le système, donc les comités d'experts qui vont faire les recommandations vaccinales, les professionnels de la santé qui vont recommander les vaccins, ceux qui vont les donner, les administrer, et les gouvernements qui vont ultimement là, prendre la décision finale de l'implantation ou non d'un programme de vaccination. L'autre C, c'est commodité. Dans le fond, c'est pour référer aux déterminants qui sont liés à l'offre de services. Bien qu'on dit que l'hésitation à la vaccination relève surtout du côté de la demande ou des attitudes individuelles, la façon dont les services sont offerts ou les expériences avec le système de santé en général peuvent générer de l'hésitation, entre autres si les services ne sont pas adaptés culturellement, par exemple. L'autre C, qui est un peu une traduction difficile là, de complacency, on dit attitude complaisance, mais c'est vraiment pour référer à ce qu'on résume souvent par l'expression les vaccins sont victimes de leur succès. Le fait que parce qu'on ne voit plus tellement certaines maladies évitables par la vaccination, notre perception des vaccins ou notre perception des risques va être beaucoup plus tournée vers les risques possibles de la vaccination plutôt que les risques possibles de la maladie. C'est aussi utilisé pour référer au fait que certaines personnes peuvent avoir d'autres priorités que prévenir des maladies infectieuses, par exemple, qui vont faire en sorte qu'elles vont retarder ou être un petit peu moins motivées à aller chercher la vaccination. Le C de calcul, c'est pour référer à la recherche d'informations sur les vaccins. On sait que généralement, les personnes hésitantes à la vaccination vont s'engager dans des recherches intenses d'informations, entre autres sur les risques des vaccins, et que ça, c'est très fortement corrélé là, à l'hésitation. Puis enfin, le dernier C, c'est pour collectif, en fond, responsabilité collective. Donc, ça réfère au fait qu'on va prendre des décisions vaccinales pour se protéger soi-même, évidemment, mais aussi parfois pour protéger les autres personnes autour de nous. Donc, plus on a une vision collective de la communauté, plus on pourrait être enclin ou moins hésitant à la vaccination. Puis à l'inverse, plus on a une vision individualiste du risque des maladies infectieuses,
plus on pourrait être hésitant. Prochaine diapo. Et bon, évidemment, beaucoup de recherches en vaccination se sont portées sur les déterminants individuels, les attitudes, les croyances que les gens pensent des vaccins. C'est évidemment important dans la prise de décision de vaccination, mais il ne faut pas oublier aussi les autres facteurs ou les autres couches d'influence. La figure est une adaptation du modèle socio-écologique qui met en lumière ces différents facteurs-là qui peuvent jouer sur les décisions de vaccination. Donc, il y a tous les aspects individuels, mais aussi tous les aspects relationnels. Donc, on sait que les êtres humains sont très influencés par ce que les autres personnes autour d'eux vont dire et faire par rapport au vaccin. Peut référer aussi au fait d'avoir reçu une recommandation de se faire vacciner par un professionnel de santé. Facteurs communautaires, bon, l'influence des normes, des valeurs, le fait d'être exposé aussi à la désinformation au niveau sociétal. Donc, tout ça doit être bien compris pour expliquer l'hésitation à la vaccination. Prochaine diapo. Et donc, bon, la plupart des travaux sur l'hésitation à la vaccination ont été réalisés pour la vaccination des enfants avant la pandémie de la COVID-19. On sait évidemment que la pandémie peut changer le visage de l'hésitation d'un point de vue peut-être positif en rendant les gens plus conscients des risques des maladies infectieuses puis de l'importance des vaccins. Aussi en ayant fait connaître tout le processus de développement scientifique des vaccins puis le processus réglementaire qui entoure leur utilisation au Canada. En même temps, ça implique aussi certains côtés un petit peu plus négatifs dans le sens où ben là, les gens arrivent avec des questions très, très, très techniques, comme il y a eu une abondance d'informations là, sur la vaccination dans les derniers mois. Ben, les gens deviennent très conscients des différentes compagnies qui fabriquent des vaccins, des différentes marques, des différentes plateformes sur lesquelles les vaccins sont utilisés. Auparavant, les différents vaccins contre la grippe, personne ne demandait à la clinique de vaccination c'est quel vaccin je vais recevoir. Maintenant, ben là, les gens peuvent arriver avec certaines présuppositions ou certains a priori sur les vaccins puis avoir des questions techniques sans peut-être toujours nécessairement bien comprendre tous les détails derrière ça. On sait aussi que la vaccination, dans le contexte de la pandémie, c'est devenu quelque chose de très identitaire ou lié à notre identité. Et donc, il y a une certaine politisation de la vaccination. Le fait de refuser les vaccins a pu être associé à certaines idéologies. Puis, bien évidemment, quand le fait de se positionner contre les vaccins devient une partie de notre identité, c'est des attitudes qui sont très difficiles à défaire. Et l'autre facteur, c'est le fait que, bien évidemment, les recommandations ont évolué au fur et à mesure que les connaissances scientifiques sur les vaccins ont évolué, mais ça peut aussi avoir eu un impact là, sur la confiance que les gens ont envers les vaccins. Prochaine diapo. On sait aussi que la vaccination durant la grossesse, c'est un moment particulier pour prendre des décisions vaccinales. Il y a des vaccins qui sont recommandés durant la grossesse là, depuis une décennie et même plus longtemps. Par contre, ça reste beaucoup plus avec le vaccin contre la coqueluche que c'est vraiment devenu une partie normale là, du processus de suivi de grossesse ou plus attendu, mais c'est quand même un moment crucial ou charnière qui peut susciter un contexte particulier là, quand on s'intéresse à l'acceptation ou à l'hésitation à la vaccination. On sait que traditionnellement, il y a beaucoup de pression qui est mise pour maximiser ou prévenir tous les risques pour le fœtus, s'assurer que la grossesse se déroule bien et que l'enfant naîtra en santé. Et il y a une espèce de culture d'éviter tout médicament. On recommande même d'éviter de manger certains aliments, éviter de changer la litière de son chat. Puis, ben, ça peut paraître contradictoire de recommander des vaccins parce que ça ne va pas nécessairement dans le sens de ces comportements-là. Donc, c'est sûr que c'est à prendre en considération quand on travaille dans le contexte particulier de la vaccination durant la grossesse. Prochaine diapo.
On n'a pas au Canada de données précises sur les couvertures vaccinales contre la COVID-19 chez les personnes enceintes. Par contre, il y a plusieurs études qui ont été réalisées aux États-Unis puis qui sont arrivées à des constats similaires. Bon, bien que les couvertures vaccinales ne soient pas nécessairement très basses, elles ont identifié que c'est un groupe qui peut avoir plus d'enjeux par rapport à la vaccination contre la COVID-19. Puis, évidemment, les craintes, c'est vraiment en lien avec la sécurité des vaccins, autant pour la personne enceinte que pour le fœtus ou le nouveau-né. Puis, généralement, les autres barrières à la vaccination au niveau des attitudes, c'est vraiment en lien avec les effets secondaires des vaccins. Il y a aussi un mythe qui n'est pas nouveau là, dans le champ de l'hésitation à la vaccination, qui est observé souvent quand il y a des nouveaux vaccins, mais peut-être qui est particulier là, pour le contexte canadien avec la vaccination COVID, c'est la crainte que le vaccin provoque l'infertilité. Évidemment, doute sur l'efficacité des vaccins, la perception que peut-être le vaccin n'est pas nécessaire ou utile parce que le risque d'être malade de la COVID est perçu comme faible durant la grossesse. Prochaine diapo. Donc, pour cette première partie de ma présentation, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'hésitation à la vaccination, c'est vraiment un continuum. C'est pas on est pro-vaccin ou on est contre les vaccins, mais il y a tout un spectre là, un peu plus gris entre ces deux pôles-là. Bien qu'on identifie certains facteurs ou certains déterminants qui vont faire en sorte qu'une personne va être plus ou moins hésitante, bien, c'est vraiment quand même un groupe hétérogène. Donc, c'est vraiment, ça peut varier là, d'un patient à un autre. Puis, ben, c'est ça, comme je le disais, il y a les 5 C qui peuvent nous aider à faire un sens là, des principaux déterminants, mais il faut vraiment réellement s'assurer qu'on comprend bien ce qui fait hésiter la personne en avant de nous. La grossesse pose des défis particuliers quand on pense à l'acceptation des vaccins. Puis, une des craintes majeures pour ce vaccin, comme pour plusieurs autres, c'est les craintes par rapport à la sécurité. Prochaine diapo. Donc, le sondage. Merci, Dr. Dubé. Nous en sommes maintenant à notre premier sondage de la journée. Quel est l'élément qui ne fait pas partie des 5 C de la prise de décision en matière de vaccination? L'attitude complaisante, la coercition, la confiance ou la responsabilité collective? Nous vous invitons à prendre un moment pour y répondre. Merci beaucoup. Donc, la majorité d'entre vous avez eu la bonne réponse, qui était la coercition. Les 5 C de la confiance, on vous le rappelle, sont la complaisance, la responsabilité collective, la commodité et le calcul. Et la confiance, bien sûr. Et de retour à vous, Dr. Dubé. Merci. Donc, je vais enchaîner. Prochaine diapo. Enchaîner avec la deuxième partie de la présentation là, qui vise plus à décrire les stratégies qui peuvent être utiles pour bâtir la confiance envers les vaccins. Prochaine diapo. Donc, pourquoi c'est important de s'intéresser à la confiance vaccinale quand on est un professionnel de la santé? Bien, on sait qu'une des principales raisons pour laquelle une personne qui hésite à se faire vacciner va finalement accepter de recevoir un vaccin, c'est le fait de recevoir une recommandation ou des conseils de la part d'un professionnel de santé de confiance. On sait aussi que les professionnels qui font les suivis de grossesse ont une relation très particulière avec les patients et qui sont bien outillés pour discuter de la vaccination puisqu'ils le font déjà dans une perspective de choix informé pour plusieurs autres comportements de santé. On sait aussi que la grossesse, c'est un moment clé pour bâtir la confiance envers les vaccins parce qu'évidemment, il y a des vaccins qui sont recommandés avant la grossesse, durant la grossesse, mais aussi après la grossesse et entre autres pour les bébés. Donc, c'est vraiment un moment clé pour bâtir la confiance et pour la vaccination durant la grossesse, mais aussi pour la vaccination infantile. Prochaine diapo. Donc, je vais aborder différents points en lien avec les stratégies globales pour renforcer la confiance. Puis Isabelle, ensuite, là, va les illustrer dans des études de cas. Mais
c'est important d'écouter attentivement et pour les préoccupations des patients pour essayer de cibler où ils sont, puis adapter nos recommandations en fonction de la position des personnes sur le continuum de l'acceptabilité des vaccins. C'est important d'intégrer le contexte personnel, pas juste parler de faits ou donner des statistiques, de contrer les informations erronées ou les mythes, puis d'utiliser une approche adaptée à la culture en reconnaissant que le contexte, les valeurs et les croyances d'une personne vont changer ses perspectives sur la santé. Prochaine diapo. Donc, comment comprendre ou reconnaître où une personne se situe sur le continuum de l'acceptabilité des vaccins? Bien, on sait que le fait de personnaliser le message, c'est une des stratégies les plus gagnantes là, pour faire la promotion de la vaccination. Et il y a des approches qui ont été testées là, en recherche pour faire ça dans les interactions, les consultations médicales. Et ce qui est recommandé, c'est de commencer avec une phrase qui rend la vaccination comme la chose normale à faire. Une phrase qui affirme qu'on pense que la vaccination, c'est ce qui va arriver, du genre c'est le moment de recevoir votre vaccin contre la coqueluche durant la grossesse. Puis ensuite, de poser des questions qui vont permettre de mieux comprendre, donc en fonction de la réaction des personnes. Donc, on peut rapidement être fixé si la personne, elle est très fermement opposée à la vaccination ou est généralement favorable. Les personnes hésitantes vont pas nécessairement s'opposer à la vaccination, mais plutôt avoir des remarques du style « Ah, je préfère attendre un peu, je ne suis pas certaine, je voudrais y réfléchir encore avant de me décider. » Donc ça, c'est des signes là, que la personne peut être hésitante. Prochaine diapo. Et donc, une fois que l'on reconnaît si on fait face à une personne généralement favorable, généralement réfractaire ou plutôt hésitante, on peut adopter notre approche. La très grande majorité des personnes sont favorables à la vaccination puis vont accepter les vaccins. Par contre, c'est quand même important de s'assurer de minimiser la douleur, l'anxiété durant la vaccination, même si on est en faveur de la vaccination, on peut être quand même inquiet à l'idée de l'injection. De donner les informations sur les effets secondaires, même s'ils sont mineurs, possibles après les vaccins. Donc, quand on est préparé, quand on sait ce qui va nous arriver, généralement, ça diminue l'anxiété, on est moins inquiet. Puis quand on parle en général, quand ce n'est pas possible, par exemple, d'être vacciné sur place immédiatement, bien, c'est de s'assurer que la personne va passer à l'action, donc de s'assurer que soit on donne un rendez-vous, on donne l'information précise sur où aller se vacciner pour qu'il y ait effectivement que l'intention se traduise en action. À l'inverse, quand on est face à une personne qui est très réfractaire ou opposée à la vaccination, l'idée, ce n'est pas d'essayer de convaincre cette personne-là d'accepter les vaccins. On reconnaît généralement que c'est possible que certaines personnes changent d'idée, évoluent vers l'acceptation des vaccins, mais ça va prendre généralement plusieurs interactions pour le faire. Par contre, c'est important de garder la porte ouverte, de répéter les recommandations puis de revenir sur le sujet parce qu'on sait que l'hésitation, elle va évoluer dans le temps. Donc, si on n'en reparle plus jamais parce qu'on met une note au dossier en disant « Ah non, cette personne-là est réfractaire, je ne veux plus parler de vaccin », on peut perdre des opportunités de ramener le sujet et peut-être adresser certaines préoccupations qui vont être utiles. Et c'est généralement des gens qui sont très bien informés sur la vaccination. Donc, l'idée, ce n'est pas de s'échanger des faits ou d'argumenter sur des statistiques parce que c'est peu utile, puis ça ne fait généralement pas changer personne d'opinion. Donc, c'est plutôt d'éviter la confrontation, mais par contre, d'informer la personne sur les risques de refuser la vaccination, puis de répéter nos recommandations, comme je le disais. Et chez les personnes hésitantes, vraiment, ce qu'on reconnaît, c'est les stratégies de communication basées sur l'entretien motivationnel sont des approches les plus efficaces là, pour aider les personnes hésitantes à la vaccination. Vraiment, d'écouter les préoccupations, de s'assurer qu'on comprend bien quelles sont les craintes, les doutes, pour essayer de fournir l'information adaptée sans minimiser ces préoccupations-là. Donc, je vais revenir là plus tard sur l'entretien motivationnel. Prochaine diapo. Donc, c'est aussi important
même si on reconnaît que ce n'est pas tant l'information que l'on donne que la façon dont on donne cette information-là qui est importante, c'est quand même important d'être à jour dans nos connaissances. Donc, en vous inscrivant au webinaire, vous avez reçu un lien vers une web émission qui fournissait l'information sur la vaccination durant la grossesse. Donc, je pense que c'est une excellente source d'information sur la sécurité et l'efficacité des vaccins. Il faut aussi reconnaître que même les experts, même si on dit qu'on prend des décisions rationnelles basées sur les faits, on est généralement très influencé par nos émotions. Donc, même si on comprend les faits, on peut prendre des décisions émotives dans la plupart des cas. Donc, c'est important quand on a des conversations sur les vaccins de susciter les bonnes émotions. On sait aussi qu'il y a toujours plusieurs biais qui vont influencer notre façon de voir les risques. Par exemple, on va être beaucoup plus enclin à prendre des risques que l'on connaît comparativement à des risques que l'on ne connaît pas. Donc, on va juger que c'est beaucoup moins dangereux de conduire notre voiture que de prendre l'avion, même si on sait que dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes qui vont décéder d'un accident de voiture que dans un accident d'avion. Parce que quand on conduit, on a le contrôle de notre voiture, donc on minimise les risques. Bon, ces facteurs-là vont aussi jouer sur la prise de décision vaccinale, évidemment. Puis, on sait aussi qu'une même information, selon la façon dont elle va être présentée, elle va influencer notre perception des risques. Par exemple, si on dit une personne sur 10 qui va avoir tel effet secondaire, ça va paraître plus risqué que si on dit 10 %. Parce que 10 % c'est abstrait, mais une personne sur 10, là, ça, on peut s'imaginer une personne. Et l'autre point, c'est d'être à l'affût des mythes ou des rumeurs qui circulent sur les vaccins pour comprendre un peu les préoccupations dans l'air, puis être en mesure d'avoir quelques informations à fournir si on nous pose des questions à cet effet-là. Prochaine diapo. Donc, on sait qu'avec la pandémie, il y a eu vraiment pas juste une pandémie, il y a eu une infodémie. Donc, l'OMS a qualifié la situation durant la pandémie d'épidémie d'information. Donc, pas nécessairement que de l'information fausse ou de la désinformation, mais quand même beaucoup, beaucoup d'informations, dont de nombreuses, entre autres là, sur le sujet des vaccins, dont de nombreuses erronées. Puis ça va influencer les attitudes qu'ont les gens par rapport aux vaccins. On sait que juste à être exposé très rapidement là, à de l'information contre les vaccins peut avoir un impact sur nos attitudes et nos intentions de se faire vacciner. Puis que généralement, ce qu'on va retenir, c'est les titres, les images. On ne va pas nécessairement aller lire l'information en dessous. Donc, des titres très alarmistes qui peuvent circuler sur les médias sociaux par rapport à des risques des vaccins, ça peut laisser une trace là, dans l'esprit des gens. Donc, c'est important de vérifier si les gens ont été exposés à des fausses informations. Je parlais tantôt, par exemple, des risques d'infertilité. Rarement, les gens, il y a un certain biais. Là, on va être un peu gêné de dire qu'on a vu passer quelque chose sur notre fil de médias sociaux, mais on sait dans les faits que ça arrive très souvent. Donc, c'est important de vérifier quelles sont les sources, puis d'apporter la bonne information pour contrer ces mythes et ces rumeurs-là. On sait que de démystifier les fausses croyances, ça a un impact positif là, sur l'hésitation à la vaccination. Par contre, il faut toujours fournir une explication alternative, là. Donc, quand on enlève un mythe, c'est comme si on créait un vide et il faut s'assurer de remplir ce vide-là avec une autre explication parce que sinon, que les gens retiennent, au final, ce n'est que l'association. Par contre, par exemple, si on dit non, le vaccin contre la COVID-19 ne cause pas l'infertilité, il faut avoir un petit exemple de pourquoi ce mythe-là est survenu pour que les gens repartent avec quelque chose. Prochaine diapo. Et comme je le disais tantôt, l'entrevue motivationnelle, qui est une stratégie de communication que plusieurs professionnels de santé connaissent déjà parce qu'ils l'utilisent pour d'autres thématiques de santé, c'est vraiment une stratégie efficace là, face aux
aux personnes hésitantes à la vaccination. Puis, dans les références, là, il y a un court texte de mon collègue Arnaud Gagnard là, qui a adapté cette méthode-là spécifiquement à la vaccination et qui a démontré toute son efficacité pour agir sur l'hésitation. Donc, l'entretien motivationnel, c'est vraiment une approche de communication qui a été élaborée dans les années 70 pour s'appuyer sur la motivation que les personnes ont à changer plutôt que de l'imposer de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme en communication qui passe de, plutôt que de dire aux gens quoi faire, vraiment collaborer là, dans l'optique d'un changement de comportement. Prochaine diapo. Et bon, c'est difficile de résumer toutes les techniques là, de l'entrevue motivationnelle en quelques minutes. Donc, je vous invite vraiment à aller lire l'article d'Arnaud Gagnard, mais on s'appuie sur quelques techniques de communication, donc de poser des questions ouvertes. Ça semble une évidence quand on veut écouter les préoccupations des gens, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile ou que l'on fait d'emblée. Donc, c'est vraiment des questions pour essayer de mieux comprendre la position de la personne. La technique de l'affirmation, c'est reconnaître les forces de la personne en avant de nous, même si parfois ça peut être confrontant de voir quelqu'un qui est très réfractaire à la vaccination. En essayant de trouver des valeurs communes ou des points d'entente, ça va diminuer les tensions. Par exemple, de dire, je vois que vous avez fait beaucoup de recherches pour vous informer sur les vaccins, c'est bien. C'est une façon de reconnaître des forces, d'affirmer et de pratiquer l'affirmation. L'écoute réflexive, c'est une des techniques les plus difficiles à maîtriser. Ça prend vraiment quand même beaucoup de pratique, mais c'est de répéter ce que la personne vient de dire pour s'assurer, qu'on comprend bien ce qui a été dit, puis peut-être pour aller un petit peu plus loin. Donc, il y a des reflets simples où on redit mot pour mot ou presque ce que la personne a dit. Et il y a des reflets complexes où là, on va un petit peu plus loin pour dire ce qu'on pense que la personne voulait dire. Et donc, ça, c'est des techniques aussi pour s'assurer d'avoir une compréhension commune puis de bien cerner le problème. Parfois, on peut penser que l'entretien motivationnel, c'est incompatible avec le fait de fournir de l'information, mais ce n'est pas le cas. Par contre, donner de l'information en approche d'entretien motivationnel, c'est différent. Ça demande une technique particulière là, qu'on résume par demander, partager, demander. Donc, c'est commencer par demander ce que la personne connaît du sujet. Demander aussi la permission de partager de l'information avant de partager de l'information. Généralement, les gens vont dire oui, mais c'est aussi une façon de réduire les tensions. Donc, une fois que la personne accepte, on peut fournir l'information. Et l'autre étape qui est très, très, très importante, c'est de demander ce que la personne a compris. Donc, s'assurer que l'information qu'on a transmise, elle a été bien comprise par la personne parce que même si ça nous semble bien clair, parfois, ce n'est pas le cas. Prochaine diapo. Donc, à retenir pour les stratégies efficaces pour bâtir la confiance sur la vaccination durant la grossesse, bon, on sait que la désinformation, les fausses croyances, les rumeurs, ça contribue de façon importante à l'hésitation à la vaccination. Puis, c'est important de ne pas laisser ces mythes-là circuler, donc de les corriger quand ces mythes-là sont exprimés par certains patients. On sait aussi que les professionnels de la santé sont extrêmement influents sur les décisions vaccinales et ont un rôle clé à jouer là, pour promouvoir la vaccination et durant la grossesse, mais aussi ensuite. Que ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir une conversation sur les vaccins qui est adaptée à où la personne se trouve sur le continuum de l'acceptation. Puis enfin, l'entretien motivationnel, c'est vraiment une stratégie très efficace pour les personnes hésitantes à la vaccination. Voilà, prochaine diapo. Merci encore, Dr. Dupé. Toujours très, très intéressant d'avoir votre perspective sur ces questions-là. Question sondage. Nous allons vous inviter donc à y participer. Je vais la lire pour vous. Quel est l'objectif du premier demandé de la stratégie demander, partager, demander de l'entrevue motivationnelle?
demander à la personne ce qu'elle prévoit faire avec les renseignements qu'elle a obtenus lors de votre discussion, susciter une émotion positive, susciter un sentiment de peur face à la COVID-19 ou demander à la personne ce qu'elle sait et lui demander la permission de compléter ses connaissances. Je vous donne un moment pour y répondre. Et voilà, encore une fois, tout le monde porte bien attention. Le résultat est que la quatrième option, donc demander à la personne ce qu'elle sait et lui demander la permission de compléter ses connaissances. On va maintenant passer aux études de cas avec Dr. Boukwara. Et donc, à vous la parole. Bonjour tout le monde. On va passer à travers 3 cas cliniques. Juste pour préciser, il s'agit de situations fictives, mais qui sont inspirées de situations qu'on peut rencontrer lorsqu'on parle de vaccination pendant la grossesse. La diapositive suivante. Donc, le premier cas, c'est celui de Rosaline, une femme de 38 ans qui est enceinte de 12 semaines, d'origine haïtienne, avec un indice de masse corporelle à 36. Vous la voyez à sa première visite de grossesse, donc vers 12 semaines. Et lorsque vous lui posez la question de la vaccination contre la Covid, elle ne veut absolument pas en entendre parler. Là, vous comprenez que son mari et elle ne sont pas vaccinés contre la Covid. Cependant, elle accepte de planifier les vaccinations contre la grippe et contre la coqueluche. Vous revoyez la patiente à la visite suivante vers 16 semaines. Et là, elle vous explique qu'en fait, son conjoint et elle ne font pas confiance aux compagnies pharmaceutiques et que les vaccins contre la Covid ont été élaborés trop rapidement. Pour ces raisons, la plupart des personnes de leur communauté ne sont pas vaccinées. Et en plus, elle connaît plusieurs personnes qui ont eu la Covid et qui n'ont pas été très malades. Diapo suivante. Donc, pour la discussion avec Rosaline, la première suggestion, c'est l'écoute active et déterminer où elle se situe sur le continuum de l'acceptation. Donc, pour vous rappeler, elle accepte certains vaccins, en particulier la coqueluche et l'influenza. Et par contre, elle est hésitante à propos du vaccin contre la Covid. Donc là, c'est bien aussi de valider certains choix qu'elle fait, et notamment le fait que de se faire vacciner contre la grippe et la coqueluche, ça va permettre de contribuer à protéger son bébé et elle-même. Et là, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui lui donne confiance dans ces vaccins contre la coqueluche et la grippe et prendre appui sur ces éléments pour développer un argumentaire concernant la vaccination contre la Covid. Un des points qu'elle a mentionné, c'est qu'elle trouve que les vaccins contre la Covid sont récents. Donc là, ça peut être important de mentionner que oui, ils sont récents, mais que la technologie sur laquelle ils sont basés avait été étudiée en fait depuis des années et qu'il y a plusieurs autorités provinciales, fédérales et internationales qui ont examiné l'efficacité et la sécurité de la vaccination, notamment pendant la grossesse, avec des très bonnes données de réassurance. Enfin, il faut reconnaître que Rosaline est issue d'une communauté où il y a plus d'hésitation vaccinale. Et il y a plusieurs raisons à ça, en particulier le racisme systémique et interpersonnel qui peut faire qu'il y a eu des expériences négatives dans les soins, mais aussi des expériences passées d'études pharmaceutiques où ces communautés avaient été pris et avec des études qui n'étaient pas vraiment éthiques, on va dire, notamment aux États-Unis dans les années 50. Enfin, il faut valider que les préoccupations qu'elle a concernant la vaccination sont légitimes et raisonnables et qu'elle veut faire les meilleurs choix pour son bébé. Enfin, le dernier point qu'elle faisait, c'est le fait que la plupart des cas de Covid sont bénins. Et ça, on peut valider avec elle que c'est vrai. Mais par contre, il faut l'aider à déterminer son niveau personnel de risque. Donc, pour vous rappeler, Madame Rosaline, elle est à un âge de plus de 35 ans, elle est obèse, elle est enceinte, et en plus, elle est d'une communauté racisée. Et tout ça sont des facteurs de risque de Covid sévère. Donc, on peut l'informer que le fait de se faire vacciner, ça va lui permettre de la protéger et surtout de la protéger pendant le 2e et le 3e trimestre, qui sont les moments les plus à risque pour les formes de Covid sévères. Donc, à la fin de l'entretien, on va lui demander comment elle se sent par rapport aux informations qu'elle a reçues et si elle a besoin de plus d'informations, voir si elle a changé d'avis dans ce cas-là,
parfait, on peut partir à l'étape suivante et développer un plan d'action de vaccination. Puis si elle est encore hésitante, c'est tout à fait correct aussi. On peut lui suggérer d'y réfléchir, la référer à des ressources et revenir à la vaccination à la visite suivante. En effet, c'est assez fréquent que la conversation sur la vaccination prenne plusieurs rendez-vous pendant le suivi de la grossesse. Diapositive suivante. Donc maintenant, un nouveau cas, celui d'Élise, 28 ans, enceinte de 24 semaines. Son partenaire travaille à l'extérieur, tandis qu'elle est femme au foyer. Elle a un premier enfant qui va à la garderie à temps partiel. Son partenaire n'est pas le père de ce premier enfant et il est très anxieux au sujet de cette grossesse car ça va être son premier enfant. La grossesse actuelle n'était pas prévue, mais le couple semble très satisfait de la grossesse. Élise vous dit qu'elle ne veut pas être vaccinée ni contre la Covid ni contre la grippe parce qu'elle ne se sent pas en danger vu qu'elle reste tout le temps chez elle et qu'elle ne voit personne. Son partenaire fait les courses et il dit qu'il veut qu'elle reste à la maison pour protéger le bébé. Élise ne rapporte pas de symptômes d'anxiété ou de dépression, mais elle dit qu'elle attend avec impatience la fin de cette grossesse pour pouvoir revenir à sa vie normale. Diapositive suivante. Donc, dans cette situation, les suggestions, c'est encore la première étape d'écoute active, c'est de déterminer où Élise se situe sur le continuum de l'acceptation. Donc, on peut essayer de creuser pour voir si elle s'est déjà fait vacciner dans sa vie, notamment dans la petite enfance. Est-ce qu'elle a déjà reçu la vaccination contre la grippe en dehors de la grossesse? Ça permet de rendre plus compte de où elle en est par rapport à la vaccination en général. Et par exemple, est-ce qu'elle et son conjoint planifient de faire vacciner leur futur enfant? Ensuite, le point, c'est de reconnaître les efforts qu'elle fait, donc les sacrifices qu'elle fait pour son bébé, mais en même temps d'exprimer des inquiétudes quant à son isolement. On peut lui rappeler qu'un tel isolement, ça peut augmenter les risques de dépression périnatale et si besoin, lui proposer des ressources pour cela. La patiente mentionnait qu'elle ne se sent pas à risque parce qu'elle n'est pas en contact avec l'extérieur. Cependant, en fait, via son premier enfant et son conjoint qui est électricien et donc lui a des contacts avec l'extérieur, en fait, elle ne peut pas se sentir complètement protégée. Donc ça, il faut lui rappeler ça et aussi rappeler que très souvent, quand il y a des cas de Covid, on ne sait pas d'où vient l'infection, surtout avec les nouveaux variants comme Omicron qui sont très contagieux. Donc, ce sentiment de sécurité est en fait erroné, puis il faut essayer de lui faire comprendre ça. Le dernier point, c'est de valider avec elle que ces informations sont comprises, qu'elle n'a pas de questions supplémentaires et de voir si ça l'aide à penser différemment sa décision quant à la vaccination. Si elle a changé d'envie, encore une fois, parfait, on peut planifier la vaccination. Et sinon, revenir sur le sujet à la visite suivante. Dans son cas, en plus, je suggérais d'essayer d'avoir une prochaine visite seule avec elle, sans son conjoint, ou d'avoir un rendez-vous téléphonique avec elle pour valider que l'hésitation vaccinale est bien la sienne et pas celle de son partenaire, et aussi qu'elle est vraiment à l'aise de rester à la maison. Diapositive suivante. Le dernier cas, c'est celui de Jaya, une femme de 33 ans qui est enceinte de 21 semaines, monoparentale. Elle a eu récemment son échographie anatomique qui montrait une croissance et une morphologie fœtale normale, donc des choses très rassurantes. Et elle avait reçu 2 doses de vaccin avant la grossesse, en 2021. Donc là, lorsque vous lui demandez si elle a planifié, en fait, quand est-ce qu'elle a planifié sa 3e dose de vaccin contre la Covid, elle vous explique qu'elle ne veut pas la recevoir pendant la grossesse. En effet, elle planifie de se faire vacciner dès la naissance du bébé pour qu'il soit protégé grâce au lait maternel. Enfin, quand vous lui demandez exactement c'est quoi ses craintes par rapport à la vaccination, elle vous explique qu'à la grossesse précédente, son bébé avait eu un retard de croissance et qui était lié à une insuffisance placentaire et qu'elle a entendu parler des répercussions potentielles du vaccin sur le placenta. Elle ne veut pas que ce problème de croissance se répète et c'est pour ça qu'elle ne veut pas se faire vacciner. Diapositive suivante. Donc, mes suggestions pour la discussion avec Jaya, donc déjà de déterminer sa
où elle se situe sur le continuum de l'acceptation. Vous pouvez voir qu'elle est assez confiante vu qu'elle s'est déjà fait vacciner avant la grossesse. Reconnaître ses préoccupations et aussi le fait qu'elle essaie de faire de son mieux en faisant les bons choix pour son bébé, avec une expérience précédente où elle avait eu beaucoup d'inquiétudes pour la santé de son premier enfant. On peut aussi la rassurer en lui disant qu'actuellement l'échographie est normale et que donc tout a l'air de bien se passer. Et l'informer que le fait que les vaccins auraient des répercussions sur le placenta, en fait, sont des rumeurs qui ont pu être colportées sur des médias sociaux. On peut revoir aussi sa source d'information et la diriger vers des meilleures sources d'information. On peut lui expliquer, vraiment lui illustrer pourquoi c'est faux et par contre l'informer des effets de la COVID elle-même sur le placenta. On peut aussi lui expliquer que la contre la COVID n'est pas associée avec une augmentation de retard de croissance comme aucun autre vaccin à date, alors que la COVID sévère elle-même est associée à des retards de croissance. Enfin, un des points de Jaya, c'était le passage des anticorps dans le lait maternel. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que la protection provenant du lait maternel est moins bonne que la protection des anticorps qui passent à travers le placenta. Donc, et on a des bonnes données qui montrent que le fait de vacciner les femmes pendant la grossesse, ça amène une protection contre la COVID sévère chez les nouveau-nés dans les 6 premiers mois de vie. Une fois qu'on a donné toutes ces informations, on peut lui demander comment elle se sent par rapport à ces informations. Est-ce qu'elle a besoin de plus de renseignements? Et est-ce qu'elle a changé d'avis par rapport à sa décision de la vaccination? Si oui, parfait, on planifie la vaccination. Et sinon, encore une fois, on lui propose d'y réfléchir, on peut l'amener vers des ressources et spécifiques sur les questionnements qu'elle avait, et puis revenir sur ça à la visite suivante. Donc, pour résumer, les principaux éléments à retenir de ces cas cliniques, c'est que l'hésitation à l'égard des vaccins est complexe et variable suivant les personnes et les vaccins. Et c'est important de poser des questions ouvertes pour comprendre bien la position des personnes sur le continuum de l'acceptation et aussi leurs préoccupations spécifiques quant à la vaccination. Les conversations doivent donc vraiment être adaptées à la personne et à sa situation. Et ces conversations peuvent se dérouler sur plusieurs visites. On peut même prévenir les patients d'avance qu'on va sûrement y revenir à chaque visite. C'est important d'établir une relation de confiance avec la personne et qu'elle se sente respectée dans ses décisions, avec une communication adaptée à sa culture. Merci beaucoup, Dr. Boukwara. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, juste pour vous rappeler que la session se déroulera à l'aide de l'onglet questions-réponses que vous avez au bas de votre fenêtre vidéo. Nous répondrons seulement aux questions liées directement au sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la sécurité et l'efficacité des vaccins, veuillez consulter la web émission La COVID-19 et les vaccins pendant la grossesse et l'allaitement, résumé des données probantes qui est disponible sur le site canvax.ca. Nous avons partagé le lien un petit peu plus tôt. Vous pouvez aimer les questions pour les faire passer en priorité et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. Si nous manquons de temps, on s'en excuse d'avance. Je vois par contre qu'il n'y a point de questions en ce moment dans le questions et réponses, mais on est prêt pour ça aussi. On a quelques questions qui ont été soumises d'avance et quelques questions aussi intéressantes qui ont été soulevées lors du webinaire en anglais d'hier. Je vais donc passer à une de ces questions en attendant que un des participants en pose une dans l'onglet questions-réponses. On va commencer avec Dr. Boukwara, une question que j'ai aimée d'hier aussi. Si un client vous révèle qu'il s'informe ou qu'elle s'informe principalement auprès de sources qui ne sont pas fondées sur des données probantes, comment aborderiez-vous cette question sans porter de jugement? Mon premier point, ça serait de reconnaître que c'est difficile de trouver des informations fiables et aussi que les informations changent très vite, en tout cas en particulier dans le contexte de la COVID. Et ensuite, j'essaierai de lui indiquer des ressources que moi, je pense fiables, par exemple le site de la SOGC. Merci beaucoup. Dr. Dubé, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus qui pourrait enrichir aussi la discussion? Oui, bien, on sait que
la désinformation sur les vaccins, c'est pas nouveau. Puis, dans le passé, il y avait certaines études qui indiquaient que de contrer les mythes là, ou d'essayer de démystifier, ça pouvait avoir un effet pervers, là, de les renforcer. On parlait du backfire effect en anglais. Il y a d'autres recherches qui ont été réalisées depuis là, qui ont démontré qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Si on utilise des bonnes stratégies là, pour démystifier, on ne va pas renforcer les mythes. Donc, je pense que c'est important de faire ce travail-là. En même temps, il y a de plus en plus d'informations qui circulent, fait que ça devient très, très, très difficile pour les gens de trouver le vrai du faux. Puis on sait aussi que la science, elle évolue rapidement, comme Isabelle le mentionnait. Donc, il y a certaines études scientifiques là, qui étaient légitimes, vraies, fiables il y a 2 ans, puis que là, il y a d'autres études qui les contredisent un peu. C'est pas surprenant en science, mais disons que le temps COVID est particulier dans ça, puis la quantité aussi d'informations. Donc, aujourd'hui, là, les sites web sont très bons pour aller prendre un petit élément de vrai, le mélanger avec du faux, fait que ça devient très, très confondant, même pour des professionnels de la santé. Là. Donc, c'est important d'être vigilant, puis justement là, de se référer à des sources fiables, reconnues d'informations. Merci beaucoup. Je pense que ça couvre bien la question. Une autre question pour Dr. Boukwara. Quelle est la meilleure façon de faciliter la conversation entre une femme enceinte qui est intéressée par le vaccin, mais dont le conjoint ne l'est pas? Oui, c'était une question aussi de hier. Moi, j'ai mon côté féministe qui parle en premier dans ce genre de situation, c'est-à-dire que je rappelle à la femme que c'est elle qui a l'autonomie du choix de ses choix pendant la grossesse et donc aussi de ses choix de vaccination. Mais comme c'est important de travailler aussi en équipe avec une future famille, essayer d'explorer pourquoi le ou la partenaire est contre la vaccination. Ça peut aider non seulement pour les choix pendant la grossesse, mais pour les choix futurs avec l'enfant à venir. Merci beaucoup. Dr. Dubé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'il faut aussi reconnaître que les discussions sur la vaccination sont émotives, puis ça peut être très tendu. Là, on le voit, ça l'arrive malheureusement fréquemment. Donc, je pense que l'idée, c'est de trouver un terrain d'entente puis éviter que ça dérape. Pour la vaccination durant la grossesse, reste que l'autonomie de la personne enceinte doit être prédominante, mais comme Isabelle le mentionne, il y a un travail à faire là, dans l'optique des futurs vaccins pour les bébés, là, puis s'assurer que la situation problématique qu'on puisse cheminer, travailler ensemble pour éviter que les clivages s'accentuent quand viendra le temps de faire vacciner le bébé. Oui, absolument. Je pense que de répondre à la question pour les médias va aider à gérer des situations futures énormément. On va passer donc à une dernière question qui, je pense, est une question aussi qu'on a reçue hier pour vous, Dr. Dubé. À l'échelle locale, nous avons constaté une baisse d'intérêt pour la prise du vaccin chez les femmes enceintes, en particulier pour les doses de rappel. Est-ce que vous auriez des stratégies spécifiques pour encourager l'utilisation des doses de rappel dans cette population? Une excellente question. On sait qu'on est dans un contexte où on est en train d'enlever des mesures de prévention populationnelle. Donc, tu sais, le contexte, quand on sonde l'optimisme des gens, le contexte, c'est un peu que la pandémie tire à sa fin ou qu'il y a moins de COVID, alors qu'on sait là, que ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de virus qui circulent. Je pense que là, réellement, les stratégies de masse, les campagnes de communication grand public ont fait leur travail. Maintenant, il faut vraiment y aller avec plus des approches individuelles. Donc, peut-être de passer par les professionnels de santé qui font les suivis de grossesse, leur rappeler de mentionner l'importance d'aller chercher la dose de rappel à leurs patients enceintes pour justement le maximiser. Je pense que c'est vraiment là où le pharmacien, l'infirmière, l'obstétricien, le médecin de famille qui fait le suivi a un rôle clé à jouer là, pour augmenter cette acceptation ou cette intention d'aller chercher la 3e dose parce que le contexte, la perception des risques, là, des dangers de la COVID est en diminution, là, évidemment.
Merci beaucoup, Dr. Dubé. Dr. Boukwara, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à cette excellente réponse? En fait, ça me rappelle un petit peu la période de l'été dernier, votre question, parce qu'il y avait ce sentiment finalement de sécurité. Et en fait, moi, mon argument, c'était que c'est au contraire, c'est le bon moment, parce que si on est dans le creux de la vague, on a le temps que le vaccin soit efficace. Et on le sait malheureusement que l'immunité acquise après 2 doses de vaccin, elle n'est pas aussi bonne que l'immunité acquise après un booster, et qu'il y a vraiment un bénéfice à recevoir cette dose. Et avec les complications de grossesse qu'on a vues associées à la COVID, même s'il y a moins de virus qui circulent, il y en a toujours. Et la femme sera protégée pour la prochaine vague. Parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas penser être sûr qu'il n'y aura plus de circulation de la COVID à partir du printemps. Absolument. Merci beaucoup. Puis c'est sur ça qu'on va terminer notre période de questions. Je vous remercie encore une fois beaucoup pour cette super et très enrichissante discussion. J'ai quelques rappels à faire à tout le monde avant de terminer. Premièrement, comme on dit, les recommandations en matière de vaccins évoluent très rapidement. Pour rester à jour, on vous encourage à vous abonner aux publications du CCCNI et aux mises à jour du Guide canadien de l'immunisation. Vous allez avoir les références sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez aller directement sur les sites web et vous abonner pour recevoir des courriels dès qu'il y a des changements ou des mises à jour. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous vous encourageons aussi à aller voir, il y a plusieurs vidéos sur les vaccins et la vaccination et sur la COVID-19 au canada.ca, sur canvax.ca et aussi sur le ccnmi.ca. Et finalement, la dernière diapo. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier encore une fois nos conférencières pour leur présentation et remercier notre public d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. On espère que les informations fournies vous aideront à avoir des meilleures conversations sur les vaccins avec les familles qui attendent un enfant et les personnes enceintes. Nous tenons aussi à remercier tous les fournisseurs de soins de santé et les personnes travaillant dans les programmes de vaccination pour les efforts qu'ils ont déployés pendant la pandémie de la COVID-19 et dans le futur. L'enregistrement et les diapos du webinaire d'aujourd'hui seront bientôt disponibles sur le site de canvax.ca. Et nous vous encourageons encore une fois à remplir la courte évaluation qui aura lieu dès que le webinaire sera terminé. Les évaluations sont très, très importantes pour nous. Elles nous aident vraiment à vous offrir des produits intéressants et bien taillés à vos besoins. Encore une fois, merci tout le monde et une bonne fin de journée.